Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi. État d'urgence. Le Parlement qui devait autoriser au président à le décréter se réunira bientôt pour statuer sur une question en vigueur depuis le 24 mars dernier. Pour en parler, le face-à-face aujourd'hui reçoit le président du Sénat, M. Alexis Tanguy-Mamba. Bonjour. Christian, bonjour. Pourquoi maintenant, alors que le président a proclamé l'état d'urgence le 24 mars dernier, 3 semaines déjà? Nous nous trouvons devant une situation particulière. Il est évident que devant l'urgence, le président de la République a proclamé l'état d'urgence. Nous n'allons pas faire du juridisme pour savoir s'il fallait qu'il passe par l'article 119 de la Constitution qui veut que ce soit le Congrès qui autorise l'état d'urgence, mais nous nous trouvons devant une situation de fait. Mais la pandémie, telle que se propage aujourd'hui dans le monde, a justifié cette prise de position du président de la République et nous ne les condamnons pas. Mais maintenant, nous allons vers la suite du processus. Parce que la Constitution veut que, pour proclamer l'état d'urgence, il faille en amont, conformément à l'article 119 de la Constitution, avoir l'autorisation du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. Et puis il y a surtout maintenant des possibilités, oui ou non, de proroger cet état d'urgence. La Constitution est très très claire. Lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, 30 jours après, pour pouvoir prolonger cet état d'urgence, il faut demander l'autorisation du Parlement. Donc aujourd'hui... Donc nous sommes dans une démarche de dire l'urgence a justifié que le président proclame l'état d'urgence, même si cela n'était pas totalement conforme à la Constitution. Mais nous n'allons pas faire du juridisme et créer une crise au sein des institutions. Nous considérons que nous ne serions pas responsables si, pour le fait qu'il n'avait pas eu l'autorisation du Congrès, il l'avait proclamé, le faire aujourd'hui, dans une situation de crise aussi importante, nous, parlementaires, nous ne serions pas responsables. Donc ce que nous voulons maintenant, c'est prendre acte que, effectivement, nous sommes dans un état d'urgence et voir maintenant la suite du processus. Avant de proclamer l'état d'urgence, on l'a vu en réunion avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat que vous êtes. C'était donc pour vous informer ou c'était pour vous demander l'autorisation éventuelle? Non. Le président, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre n'ont pas le pouvoir, de par la Constitution, de donner l'accord pour déclarer l'état d'urgence. Mais de quoi avait-il été question alors? Nous avons été informés de l'ensemble des mesures que le président voulait prendre face à la pandémie. Et nous avions considéré en toute responsabilité que ces mesures-là, il pouvait les prendre. Et lorsque nous avons appris que finalement il a décrété l'état d'urgence sanitaire, bon, ok, nous avons été un peu surpris qu'on ait parlé de l'état d'urgence sanitaire. Mais nous sommes de responsables et nous avons considéré que dans un contexte comme celui-ci, ce n'est pas le juridisme qui prime, mais c'est la situation sur le terrain. Donc ce que nous voulons maintenant, parce qu'il est impossible que nous puissions poursuivre dans cette voie-là,
si on ne se remet pas dans l'ordre institutionnel. Et l'ordre institutionnel veut que, dans des situations de crise comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, les différentes institutions de la République, c'est-à-dire la présidence de la République, le Parlement dans son sens large, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, puissent travailler ensemble pour trouver les solutions qu'il faut pour la République. Donc aujourd'hui, nous travaillons dans le sens de trouver les solutions qu'il faut pour la suite des événements. On a bien compris que vous ne voulez pas de crise, mais nous ne voulons certainement pas de crise des institutions dans un moment comme celui-ci, parce que créer une crise des institutions dans un moment comme celui-ci, ça serait totalement irresponsable. Au nom de la Constitution, cet état d'urgence, le Parlement réuni en congrès en prendra acte à partir du 24 mars ou à partir du congrès? Ça ne peut être qu'à partir du congrès. Ça ne peut être qu'à partir du congrès. C'est pour cette raison que, après avoir examiné l'ensemble de la situation, avec nos différents services, nos collègues députés nationaux et sénateurs, ma collègue et moi-même avons fixé une ligne de conduite pour dire, écoutez, nous n'allons pas débattre sur le fait de savoir si oui ou non l'état d'urgence a été proclamé conformément à la Constitution ou pas. Nous avons dépassé ce stade-là de savoir si oui ou non c'était conforme à la Constitution. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que la suite des événements puisse se faire conformément à la Constitution. La grosse question, c'est le Congrès qui va se réunir, va-t-il démarrer cet état d'urgence ou accéder à une éventuelle demande de la présidence de la République de prolonger l'état d'urgence démarré le 24 mars? Non, le problème devant lequel nous nous trouvons, c'est que nous nous trouvons dans une situation d'état d'urgence de fait. Même si cet état d'urgence n'est pas de droit. Nous sommes dans un état d'urgence de fait. Nous acceptons le fait que nous soyons dans un état d'urgence de fait. On ne revient pas en arrière pour savoir si, oui ou non, tout ça a été conforme à la Constitution. Maintenant, ce que nous souhaitons en tant que Parlement, c'est que la suite des événements puisse se faire conformément à la Constitution. Et la suite des événements veut que lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, même si dans le cas présent, c'est un état d'urgence de fait sanitaire, de fait, le président ne pourra pas proroger cet état d'urgence s'il n'a pas le point de vue du Parlement. Ce que nous voulons, c'est que pour le futur, le Parlement puisse jouer complètement son rôle. Donc, je pense que ce que nous allons proposer aux parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et les députés nationaux, c'est de prendre acte qu'il y a eu un état d'urgence qui a été proclamé depuis le 24 mars. Nous ne sommes pas dans une situation normale, mais dire, voilà, il faut prendre acte que cet état d'urgence a été proclamé depuis le 24 mars et maintenant il nous appartient à nous, en tant que responsables parlementaires, d'accompagner pour le futur. Parce que notre Constitution est très claire. Quand l'état d'urgence a été proclamé, dans les 30 jours, le président est tenu de demander... On a bien compris, la prolongation. La prolongation. Et dans l'hypothèse où il ne demande pas la prolongation, automatiquement, l'état d'urgence cesse d'avoir ses effets. Donc il peut être sûr qu'à l'issue de ce congrès, il obtiendra une prolongation d'1 mois. Cette question, nous allons la présenter. Ce n'est pas 1 mois. La Constitution est claire. Lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, sa durée normale est de 30 jours.
Et puis, il peut demander une prorogation qui va de 15 jours. Donc, après 15 jours, on demande une nouvelle prorogation. Donc, nous allons agir tout à fait comme responsables pour que, à partir du 24, sur demande du président, nous pensons qu'il fera cette demande-là, que nous puissions réunir les parlementaires pour leur dire la situation telle que se présente sur le terrain nécessite une prorogation de 15 jours. Je suppose que le président fera cette demande, indique que l'actuel Congrès ne se réunira pas à la demande du président. Non, le Congrès n'a pas besoin de l'accord, l'autorisation du président pour se réunir. Vous vous êtes autosaisi de la question. La Constitution a réglé toutes ces questions-là. J'ai entendu par-ci, par-là, des gens qui ont dit que pour que le Congrès puisse se réunir, il faut l'autorisation. Il faut une demande du président. C'est totalement faux. L'article 119 de la Constitution est clair sur ce point. Le Congrès se réunit. Il y a un certain nombre d'articles qui règlent cette question-là. Il y a l'article 119 de la Constitution qui dit que le Congrès s'est réuni pour 4 points particuliers. Faut-il réviser la Constitution? Il faut le Congrès. Faut-il autoriser l'état d'urgence? Faut-il autoriser la déclaration de guerre? Et le Congrès s'est réuni. Faut-il entendre le discours du chef de l'État? Le Congrès s'est réuni. Faut-il désigner les 3 juges constitutionnels? Le Congrès s'est réuni. Et puis il y a d'autres articles, disons, de la Constitution, notamment l'article 166, qui prévoit dans quelles conditions il faut réunir le Congrès. On n'est pas dans une situation qui concerne l'article 166 de la Constitution. Nous sommes dans le cas de l'article 119.2, c'est-à-dire que pour proclamer l'état d'urgence, la guerre, l'état d'urgence, et l'état d'urgence, il faut l'autorisation du Congrès. Bon, nous avons déjà dépassé cette étape-là. Nous allons prendre acte que nous sommes déjà effectivement dans l'état d'urgence, mais la suite du processus doit respecter la Constitution. Alors que la situation s'empire, que pourraient être les principaux changements du quotidien avec cet état d'urgence légalisé par le Parlement? Est-ce qu'il y aura des pouvoirs éventuels, des dispositions accordées à la présidence de la République pour... Nous voulons revenir à l'ordre institutionnel. Nous voulons revenir à l'ordre institutionnel. Nous allons proposer aux congressistes, c'est-à-dire les sénateurs et députés, de prendre acte que l'état d'urgence a été proclamé. Et nous n'allons pas ouvrir un débat pour savoir la légalité ou pas de cet état d'urgence. Oui, mais le président, en cas d'état d'urgence, peut légiférer par ordonnance. Nous sommes dans une situation où le président a déclaré un état d'urgence sanitaire. Nous considérons que nous devons pouvoir l'accompagner. Uniquement pour le volet sanitaire. Toutes les mesures qu'il pourrait prendre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Oui, mais la Constitution ne parle pas d'état d'urgence sanitaire. La Constitution parle d'état d'urgence. On sait, nous sommes dans une situation un peu particulière. C'est pour cette raison que on va certainement devoir débattre sur une loi de modalités d'application de l'état d'urgence sanitaire. C'est indispensable parce qu'il faut pouvoir couler les décisions du président qui ont été prises par ordonnance. Il faut pouvoir les couler dans une loi pour que ça soit conforme à la Constitution. Et ce que nous allons proposer aux congressistes, c'est effectivement d'aller dans ce sens-là. Mais maintenant, nous allons profiter également de cette situation-là pour légiférer sur la notion de l'état d'urgence. Et dire, bon, lorsqu'on se trouve dans un état d'urgence sécuritaire, quelles sont les mesures qui peuvent être prises? Lorsqu'on se trouve dans un état d'urgence économique, quelles sont les mesures à prendre? Lorsqu'on se trouve dans un état d'urgence consécutif à
une catastrophe naturelle, quelles sont les mesures à prendre. Mais maintenant, l'urgence que nous avons, c'est de donner une légitimité aux décisions qui ont été prises par le président. Donc, et ça, notre équipe de travail, députés et sénateurs qui ont eu à travailler, à se pencher sur la question, on nous a dit, écoutez, voilà la voie vers laquelle il faut aller. Et nous allons aller vers cette voie-là, parce que nous ne sommes pas dans une logique aujourd'hui des palabres politiciennes. Le pays n'a pas besoin des palabres politiciennes pour le moment. Mais nous voulons rester dans le cadre de l'ordre institutionnel. Légitimer les décisions prises par le président, mais aussi l'empêcher d'aller au-delà de ce que l'état d'urgence sanitaire permet, légiférer par ordonnance. Ce sont les députés et sénateurs réunis en congrès qui vont pouvoir statuer sur cette question. Il est évident qu'ils vont certainement donner le feu vert pour prendre toutes les mesures liées à l'état d'urgence sanitaire. Mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir donner des pouvoirs autres que ceux qui sont liés à l'état d'urgence sanitaire. Mais moi, je ne suis qu'un parmi les congressistes, mais ça sera à eux à décider. Mais ça m'étonnerait fort qu'ils puissent donner des pouvoirs qui vont au-delà de l'état d'urgence sanitaire. Dans le cas de l'état d'urgence sanitaire, nous devons donner au président tous les pouvoirs nécessaires pour pouvoir combattre la pandémie du Covid-19. À quand le congrès? Vous avez une date? Ce que nous avons reçu aujourd'hui, le Premier ministre, donc ce vendredi, ma collègue de l'Assemblée nationale et moi-même avons reçu le Premier ministre. Nous lui avons dit, nous allons convoquer le congrès. Mais il y a des préalables pour convoquer ces congrès, c'est notamment nous ne voulons pas exposer les députés et sénateurs, que nous voulions qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour s'assurer que le palais a été complètement aseptisé. Et il nous a donné les assurances qu'à partir de ce samedi, les équipes vont passer pour complètement désinfecter le palais à tous les niveaux. Ce palais peut être contaminé par un député ou un sénateur. Évidemment, nous prendrons les dispositions nécessaires. D'abord, au niveau du Congrès, nous ne donnerons pas l'accès au palais au public pour éviter un nombre trop important. Et nous allons faire en sorte, compte tenu de la capacité de l'hémicycle de l'Assemblée nationale où se tiendra le Congrès, nous allons faire en sorte que la distance entre les différents intervenants soit supérieure à un mètre. Absolument. Donc ça veut dire que nous allons pouvoir veiller à ce qu'il y ait chaque fois au moins une rangée qui soit totalement vide et que sur les rangées qui sont occupées, il y ait au moins une distance de 2 mètres entre les congressistes. Cela uniquement pour le Congrès. C'est donc que c'était possible aussi. Pourquoi avoir suspendu la session ordinaire? Non. Nous avons suspendu le plénière aussi bien de l'Assemblée nationale du Sénat en plein accord entre ma collègue de l'Assemblée nationale et moi-même pour ne pas exposer la santé des députés et des sénateurs. Oui, mais si les mêmes dispositions sont prises pour les plénières, maintenant, pourquoi on va pouvoir les prendre? Parce qu'à partir du moment où nous avions eu la rentrée parlementaire le 16 mars, les parlementaires pouvaient considérer que dès le 17 mars, nous pouvions déjà commencer à avoir les plénières et débattre des questions de la nation. Mais en rouvrant le 16 mars, on ne pouvait pas être assuré que le lendemain, les conditions seraient réunies pour pouvoir assurer la sécurité. Parce que nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité des parlementaires. Mais maintenant, selon les mêmes précautions que nous prendrons pour le Congrès, nous allons reprendre les mêmes précautions pour les plénières
ou les réunions en commission de l'Assemblée nationale. L'Assemblée doit pouvoir fonctionner. Et on ne peut pas dire qu'en période de crise, l'Assemblée ne fonctionne pas. Ça semble pas sérieux. Le Conseil des ministres qui ne se réunit pas, l'Assemblée qui ne se réunit pas. Comment est-ce qu'on résout une crise si les décideurs ne se parlent pas? Si les ministres ne veulent pas se réunir, ça c'est leur affaire. Mais nous, en toute responsabilité, nous considérons que les plénières vont reprendre, mais ils vont reprendre, tout comme les commissions vont reprendre, tout comme les questions au gouvernement et le contrôle de l'action du gouvernement vont reprendre, mais nous allons le faire en toute responsabilité, en nous assurant que nous n'exposons pas la santé de parlementaires. À quand ce congrès? Le Premier ministre nous a dit que pour désinfecter le palais, être sûr que toutes les conditions sont réunies, il lui faut 4 jours. Donc, qu'il allait envoyer les équipes le week-end qui commence demain. À supposer qu'il termine ses travaux pour assurer que le palais est tout à fait aseptisé mardi. Il nous a dit aussi qu'il faudra attendre 1 ou 2 jours après avant de reprendre les travaux. Mais dès que le palais sera en état d'assurer que tout a été désinfecté, dans le délai, nous allons convoquer le congrès. Monsieur le Président du Sénat, l'actualité en RDC, comme partout dans le monde, elle est au coronavirus qui arrête tout en RDC. Mais pas qu'en RDC, ça il faut le reconnaître. Mais en RDC, serait-ce un moyen de cacher pour l'avenir des manquements graves du présent? Non, nous ne parlons pas aujourd'hui des manquements graves du président. Je ne sais pas s'il y a des manquements graves. Quand on a du présent. Aujourd'hui, on avait évalué un budget à 20 milliards. On savait que c'était 5 milliards. Non. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ce coronavirus? Non. Non, le coronavirus n'est certainement pas une bonne nouvelle. Pas un prétexte. Il n'est certainement pas une bonne nouvelle. Mais il est évident qu'il va avoir un impact sur le budget 2020. Il faut être complètement naïf pour croire que le budget que nous avons voté de presque 11 milliards de dollars sera exécuté dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc là, nous ne sommes pas dans une logique de dire est-ce que le président a fait son travail ou pas? Non. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à une urgence. Nous devons protéger nos populations. Nous devons protéger les populations de Massina, d'Ndjili, de la Gombe et de la République. Heureusement que nous n'avons pas beaucoup de cas qui sont signalés pour le moment. Oui, mais quand vous dites à l'intérieur. Oui, mais quand vous dites qu'il faut protéger, pour certains gros travaux qui ne menacent pas la République, on entend que l'on passe des marchés de centaines de millions de dollars. À la date d'aujourd'hui, on n'a mis que 2,8 millions dans la riposte au coronavirus. Non, il est évident que nous devons absolument orienter désormais les priorités de la République. Les priorités de la République, c'est pas des marchés de prestige. Les priorités de la République, c'est pas les sauts de moutons. Les priorités de la République, c'est de s'assurer que nous avons mis en place suffisamment de moyens pour protéger notre population. Et aujourd'hui, le gros des moyens que nous avons doit être destiné à nous assurer que notre population ne sera pas affectée, comme cela se fait dans d'autres pays. Est-ce que le Parlement, pour ça, devrait aussi statuer, revoir le budget? Il est évident que ça serait totalement irresponsable de la part du Premier ministre et de son gouvernement de ne pas revenir au Parlement avec un collectif budgétaire qui tienne compte de la situation du moment. Un collectif budgétaire, ça veut dire une modification du budget tel qu'il avait été voté. Aujourd'hui,
il faut pouvoir prioriser. Qu'est-ce que nous devons avoir aujourd'hui comme priorité pour notre peuple? Et c'est ça qui doit avoir le plus, disons, de moyens et pas les réalisations de prestige. Et je dis très très clairement, s'il faut arrêter les ponts urbains qu'on appelle les sauts de mouton dans un autre vocabulaire, pour que les moyens qui sont destinés à ces travaux-là aillent pour donner plus de moyens pour combattre le Covid-19, c'est ça qu'il faut pouvoir faire. Alors que donc, compte tenu de circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui doit prendre cette initiative, doit pouvoir orienter les priorités. Et alors, à ce moment-là, nous, en tant que parlementaires, nous allons l'accompagner. Monsieur Taboué Baba, merci de nous avoir accordé ce moment. On ne va pas se quitter sans parler de l'actualité. L'arrestation de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République. Un commentaire? Ah non, aucun commentaire. J'ai été ministre de la Justice pendant plus de 4 ans, je pensais que 4 ans et demi. Et j'ai toujours eu comme principe, on n'intervient pas dans le fonctionnement de décision judiciaire. On ne vous demande pas d'intervenir, on vous demande... un commentaire pas un commentaire sur l'affaire, un commentaire sur le fait. Un directeur de cabinet derrière les barreaux, dans une prison commune à Makala. Non. D'abord, il faut absolument enlever de la tête des citoyens congolais que un directeur de cabinet, fût-il du président de la République, a un privilège de juridiction ou une immunité. Ça, il faut enlever ça de la tête des citoyens. Le directeur de cabinet du président est un citoyen comme vous, comme moi, comme... Pas tout à fait comme vous, quand même. Bon, vous avez quelques habilités. Je suis le chef d'une institution. Bon, ok. Mais le directeur de cabinet du président n'a pas un statut judiciaire plus important que vous, ou plus important que mon maître d'hôtel. Oui, mais sans rentrer dans l'affaire, c'est quand même un homme politique de premier plan. Est-ce que c'est... Ça, ce n'est vraiment pas une considération en ce qui me concerne. Le président, ça, c'est une question de la justice. Si le parquet est un, c'est-à-dire il part du parquet général jusqu'au substitut du procureur de la République, si le parquet estime qu'il doit pouvoir poursuivre, il faut le laisser faire. Justice indépendante. La justice indépendante. Je me suis toujours battu pour une justice indépendante. Oui, mais elle n'a pas toujours été. Elle n'a pas toujours été parce que nous avons permis depuis des décennies que des acteurs politiques interviennent dans la justice. Ce n'est pas le cas dans l'affaire Kamerhe. Je ne sais pas. Cela pourrait être le cas dans l'affaire Kamerhe. Je n'appartiens pas au corps ni de la justice ni de l'exécutif. Mais moi, je dis que c'est une question qui concerne uniquement la justice et que, personnellement, je n'ai aucun avis à donner là-dessus. Parlons politique, alors. Descente aux enfers d'un allié ou mise à l'écart d'un adversaire? Ça, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas mon allié, ce n'est pas mon adversaire. C'est l'allié, l'UNC cache et l'allié du FCC. Vous êtes FCC? Non, ça, c'est un débat au niveau du cache. C'est un débat au niveau du cache. Et nous ne sommes pas dans une situation d'adversaire. Oui, mais la coalition Cash-FCC, ou FCC-Cash, c'est une coalition qui, 65-35, du fait du poids de chacun, est-ce que la disparition d'un partenaire UNC ça, c'est un problème ne changerait pas les équilibres? C'est un problème qui concerne Cash. C'est comment voir, comment est-ce qu'ils vont régler cette question-là. Moi, j'appartiens au FCC et je considère que ce débat-là ne nous concerne pas. Nous n'allons pas nous immiscer, disons, dans ce débat-là. Et aujourd'hui, nous avons d'autres priorités. Et pour notre pays, pour notre nation,
La priorité aujourd'hui, c'est de protéger notre population du coronavirus. Le coronavirus. Oui, mais votre allié, le président de la République, pour lequel le FCC majoritaire a voulu une coalition gouvernementale, se trouve affaibli face au FCC avec ce qui se passe chez lui. Ce problème ne nous concerne pas du tout et nous n'allons pas chercher à en profiter. Certainement pas. Donc, ce qui peut arriver dans la coalition Cash, qui se trouve avec nous, en fait, disons, dans une coalition Cash et FCC, ne concerne pas le FCC. Et mon message est très clair. Le FCC ne doit pas essayer de surenchérir sur cette question. Il faut laisser cette question se régler entre les alliés, disons, du Cash. Ça ne nous concerne pas du tout. De la responsabilité maintenant du président de la République, autre que juridique, attention, parce qu'au niveau juridique, le président ne peut pas être tenu pour responsable. Félix Tshisekedi pouvait-il, selon vous, ne pas savoir ce que faisait son directeur de cabinet? Son directeur de cabinet a pu agir seul. Ça, c'est l'organisation de son cabinet. C'est l'organisation de son cabinet. Et nous ne sommes pas dans ce débat-là. Et nous ne voulons pas entrer dans ce débat-là. Je ne sais pas comment est organisé le bureau du président de la République. Ça, ce n'est pas mon affaire en tant que parlementaire, en tant que président du Sénat. Ce n'est certainement pas notre affaire en tant que FCC. Ça, c'est une affaire interne d'organisation, disons, du bureau du président. Et cette question-là ne nous intéresse pas. Mais en tant qu'homme politique aguerri, homme d'État, de plus de 40 ans en politique... Mais justement, si vous dites que je suis un homme politique aguerri, j'ai dit c'est justement une occasion de dire cette question-là, nous n'avons pas à nous mêler. Mais cette question-là était tout simplement, est-ce que vous pouvez penser possible que tout cela soit arrivé sans que le président soit au courant? Je refuse d'entrer dans ce débat-là. Je refuse absolument d'entrer dans ce débat-là. Et c'est une question qui se règle à l'intérieur du Cash. C'est une question qui se règle à l'intérieur de la présidence de la République. Moi, en tant que président du Sénat, en tant que membre du FCC, je n'ai strictement rien à voir avec cette question-là. Et à la limite, je dis, voyons comment les choses vont se présenter. Je ne peux pas dire que je suis totalement indifférent, mais je ne suis pas un acteur actif dans cette question-là. Je vais voir comment les choses vont se dérouler, je vais observer et je vais en tirer les conclusions. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi.